Bon, 8h10, c'est donc Corneille qui est avec nous ce matin, parce qu'on vient de loin, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé? Absolument. Alors c'est à vous les gars. Il est 8h du matin à Paris. Corneille, à peine réveillé, fait la promotion de son album. Il jette un œil sur les nombreux courriels de ses fans. Nos propres pères, si jeune et pourtant si vieux, ça me fait penser. J'ai découvert une voix intéressante, quelqu'un qui était posé et qui chantait bien en français. Ce qu'on n'a pas forcément, même en France. Donc c'était pour moi une aubaine d'avoir un bon artiste qui chante français, car en France on doit faire 40% de chansons françaises à la radio. Donc c'est important pour moi d'avoir de la chanson française de qualité. Le Canadien d'origine rwandaise tranche dans le décor. Avec son rhythm and blues, il donne un nouveau son à la musique française. C'est neuf, c'est différent. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Il est appuyé par Fun Radio, une radio jeune qui diffuse les chansons les plus populaires de l'heure. On lui trouve plein de qualités. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Je joue au chaque jour qui passe, et les pierres de chaque mur un jour se cassent. Je suis peut-être la roche qu'on croit, mais je suis plus fragile que je vois. Maman m'a dit avant de partir, on n'a jamais été assis dans le pire. Émilie a créé un site web consacré à Corneille. Il attire des jeunes du monde entier. On espère qu'il ira encore plus loin. De toute façon, on sera toujours là pour le suivre au bout du monde, jusqu'à ce qu'il décroche un Grammy Award. Des années de travail portent fruit. Il y a toujours un petit quelque chose où il nous rappelle que, et même pour lui, où il dit « je n'oublie pas, je sais d'où je viens ». Et ça me porte. Et en fait, il le prend pas comme une faiblesse, il le prend comme une force pour le pousser vers le meilleur. Je suis seul, y'a rien à faire, je suis seul. Je peux plus le taire, je suis seul. Pendant que Corneille atteint des sommets, on assiste à une relecture de ce qui s'est vraiment passé au Rwanda en avril 1994. Abdul Ruzibiza a classé tous les témoignages qu'il a recueillis sur cette période. Cette partie a été la plus éprouvée par le massacre. Il accuse le FPR non seulement d'avoir abattu l'avion présidentiel, mais aussi de s'être livré à des massacres sur une grande échelle, tout en faisant croire à la communauté internationale que c'était l'œuvre d'extrémistes Hutus. J'accuse avec beaucoup de précision, avec beaucoup de dates, de façon très bien détaillée, comment les éléments de son armée ont commis des crimes de guerre. Ce sont des crimes imprescriptibles. Là, il n'a pas vraiment comment s'échapper. 10 ans après le génocide, le président Paul Kagame participait aux cérémonies commémorant le massacre de centaines de milliers de Tutsis aux mains d'extrémistes Hutus. Il donne sa version des événements. Le FPR est venu sauver des populations Tutsis d'un génocide organisé, planifié. Genocide in Rwanda was not an uncontrollable outburst of rage. It was deliberate, calculated, premeditated and cold-blooded. J'accuse un chef d'État d'avoir commis le génocide. Et je l'accuse d'avoir provoqué un autre génocide. Mais ce qu'on apprend au fil des années, c'est que des milliers de Hutus ont aussi été massacrés dans les zones conquises par les armées Tutsis du FPR, le parti de l'actuel président Paul Kagame. Nous sommes allés à Anvers, en Belgique, rencontrer Philippe Redkens, juriste et spécialiste du génocide rwandais. Il accorde beaucoup de poids aux révélations de Ruzibiza. C'est l'accumulation de données extrêmement précises sur les massacres commis par les FPR. Donc là, on a des dizaines d'incidents qui sont décrits de façon chirurgicale, sans émotion d'ailleurs. Il décrit ça comme s'il décrit un match de foot. Ça, me semble-t-il, est extrêmement important, surtout parce que cela n'a pas été contredit. Ce sont des faits. Ce ne sont pas des analyses, ce ne sont pas des thèses, ce sont des faits.
Paul Kagame a réagi aux accusations de Ruzibiza. Il les balaie du revers de la main. Il dit qu'il n'a pas de temps à perdre avec de telles inventions. Le FPR, en menant une politique de relations publiques extrêmement efficace, en renforçant constamment cette idée de bon et de méchant, et lui étant le bon bien évidemment, a su obtenir le monopole, a su s'arroger le monopole de la vérité sur le passé, le présent et l'avenir du Rwanda. Évidemment, après le génocide, cette capacité en relations publiques a été augmentée de façon spectaculaire, parce que le FPR s'est présenté avec succès comme la victime du génocide, alors que le FPR n'était pas du tout la victime du génocide. Les Tutsis de l'intérieur étaient la victime du génocide. Charles Karemano est un de ceux qui ont appris, grâce au livre de Ruzibiza, ce qui est arrivé à sa famille en fuite. Il a vu ses parents Hutus emmenés dans des camions du FPR. Les membres de ma famille qui ont été enterrés et qui ont été tués. J'ai dit dans Ruzibiza comment les affaires se sont passées après. Oui. Donc là où on les a tués, oui, brûlés. Donc la cendre avait été déposée là quelque part, à l'endroit que je connais. En 1994, après le génocide, Karemano a fait confiance au régime de Kagame et est rentré à Kigali. Mais lorsqu'il a demandé qu'on enquête sur la disparition des siens, il a reçu des menaces. Il a alors fui le Rwanda. Pour lui, il est temps de rétablir la vérité au sujet du FPR. Il faut que les choses soient parfois revisitées, revues, remises en cause. Personne n'a le monopole de la vérité. Il n'y a que des personnes qui ont des choses à craindre, qui peuvent mettre en cause quelqu'un qui veut poser des questions. Qui a à craindre? Selon Ruzibiza, il y a bel et bien eu un génocide de Tutsis, 800 000 victimes. Mais il ajoute qu'il y a eu des centaines de milliers de Hutus tués par le FPR, et ça, bien peu de gens en parlent. Si c'est vrai, et je crois que c'est vrai, c'est extrêmement important, parce que ça montre de façon incontournable que le FPR a commis des crimes qui sont internationalement réprimés, et ça devrait avoir une conséquence sur les relations entre le Rwanda et le reste du monde. Ce sont des crimes d'une gravité telle, et ce sont des crimes ou des violations tellement graves du droit international humanitaire que ceci ne peut rester, me semble-t-il, sans conséquence. Si ceci est vrai, Kagame, et je pense que c'est vrai, Kagame, et je me cite moi-même, Kagame est le plus grand criminel de guerre en fonction aujourd'hui. Après la pause, comment le père de Corneille a fait des alliances qui vont entraîner sa perte. Ils sont vantés très bien d'avoir de bonnes relations avec le cercle restreint du pouvoir. Corneille est un adolescent heureux dans un milieu aisé quand s'amorcent les événements qui vont mener au génocide de 1994. Dans les mois qui précèdent, son père, Émile, joue un rôle politique qui contribuera à sa perte. Voici la suite de l'enquête de Raymond Saint-Pierre et Joanne Bonneau. La cour de court. Si les candidats à la citoyenneté veulent bien se lever. En novembre 2004, Corneille devient citoyen canadien. J'observerai fidèlement les lois du Canada. J'observerai fidèlement les lois du Canada. Je vous merci beaucoup. La même question revient constamment. Comptez-vous retourner au Rwanda et comment vous sentirez-vous quand vous y retournerez? Oui, je compte y retourner. Le plus tôt que je le pourrai, le plus tôt je serai prêt et je m'empresserai d'y aller. Pour la première fois en 11 ans, il retournera en Afrique au mois de mars suivant. Mais ce sera à Dakar, au Sénégal. Est-ce que ça va toujours bien, Dakar? Je vous le répète encore une fois, c'est un moment très fort en émotion pour moi. Je renoue avec mes racines et c'est avec vous que ça commence et je suis content que ce soit le cas. Merci infiniment. Merci.
Il participe au concert Africa Live pour promouvoir la lutte contre les ravages de la malaria. Mais étrangement, il ne retourne toujours pas au Rwanda. A-t-il des raisons de rester loin de son pays? Charles Karemano a bien connu le père de Corneille, Émile Nyungura. Ils étaient amis d'enfance. Bien des années plus tard, ils deviendront membres du PSD, un parti d'opposition au régime Habyarimana. Nous parlions de la cohabitation pacifique entre les ethnies. Mais un jour, Émile Nyungura se met à dos les gens de son parti. Émile Nyungura fréquentait énormément le camp Habyarimana, le camp du présidentiel. Lequel camp, nous étions de l'opposition. On le considérait comme un peu comme traître ou quelqu'un qui pouvait nous trahir. Donc on reprochait beaucoup à Émile Nyungura de fréquenter l'autre camp. Au début des années 1990, le président rwandais Juvenal Habyarimana est poussé par les pays occidentaux à partager le gouvernement avec les partis d'opposition, dont le FPR. C'est ici, en Tanzanie, qu'il signera en 1993 les accords d'Arusha, accords dont les extrémistes Hutus ne veulent pas. Pour consolider son pouvoir, Habyarimana tente un rapprochement avec des partis d'opposition. Son intermédiaire, c'est Émile Nyungura. Nyungura a eu peur. Il a eu peur quand on a subi pas mal d'attentats, de tueries sélectives. Pour Monique Mujawa Maria, Émile Nyungura a choisi de se rapprocher du pouvoir Hutu, non pas par ambition, mais pour assurer la sécurité de sa famille, alors que la menace d'une guerre avec le FPR est de plus en plus présente. Si il y avait eu un rapprochement à ce niveau-là, je l'aurais su parce que j'aurais été peut-être aussi fier de le dire à un certain moment quand on est gamin. Je sais que ça faisait bien parce que je suis allé à l'école avec des gens qui connaissaient bien la famille du président et qui s'en vantaient parce que ça faisait bien de le faire. Moi, je pouvais pas le dire parce que c'était pas le cas. C'est toujours lié à mes souvenirs d'adolescent. Donc c'est mon raisonnement à moi. S'il y avait un vrai rapprochement à ce niveau-là, je l'aurais su. Après, il y a des complexités. Au niveau de sa vie politique que je n'ai pas du tout la prétention d'avoir. D'importantes personnalités politiques de l'époque, dont Jean Kambanda et Faustin Twagiramungu, confirment que Nyungura était très influent auprès du président Habyarimana. Et c'est là encore une fois que ceux qui essaient de faire un rapprochement avec mon père et le régime en place et mon père il pouvait pas y avoir plus neutre parce que je sais très bien ce qu'il a toujours dit avant le 15 avril. Parce que tout le monde disait, tout le monde part. La preuve, c'est que tout le monde est parti sauf nous. Dans notre quartier, tout le monde est parti sauf nous et notre voisin qui a péri. Parce que mon père disait, oui, mais il va rien se passer, ils vont arriver, on va discuter, il y a pas de... Et puis de toute façon, on n'a rien à se reprocher, pourquoi est-ce qu'ils nous tueraient ? Mi-avril, la terreur règne dans Kigali. Alors que l'élite Hutu fuit, la famille Nyungura décide de rester. Entre le 6 et le 15, on sortait pas. Moi, je suis pas sorti une fois. Personnellement, c'était devenu... On était en état de siège. C'est aussi simple que ça. En servant d'intermédiaire pour le président Habyarimana, Émile Nyungura était-il devenu un homme à éliminer pour le FPR? Abdul Rozibiza est formel. Le soir du 14 avril, des commandos du FPR nettoient Kichukiro, le quartier où habite la famille de Corneille. Donc entre le 7 et le 14, on avait déjà éliminé tout le monde qu'on devait éliminer. Ce que je savais, c'est ce qu'on me disait quand on appelait, par exemple, parce que j'ai des amis, jusqu'à ce qu'à un certain moment le téléphone ne marchait plus. Mais avant que ça arrive, j'ai eu quelques appels où les amis de l'école me disaient tel n'est plus, tel n'est plus. Voilà, c'est comme ça qu'on l'apprenait. Philippe Redkens, lui, parle de meurtres bien planifiés. On voit l'extension d'une zone de plus en plus
fermement contrôlées par les FPR à Kigali. Et dans ces zones-là, et moi j'ai des listes nominatives de gens, là dans ces zones-là, les FPR, dans certains cas, à l'aide de listes, en utilisant des listes, tuent sélectivement, ce ne sont pas des massacres massifs, mais tuent sélectivement des centaines de fonctionnaires, d'officiers, d'enseignants, d'avocats et autres élites Hutus. Charles Karimano, lui, a reçu le témoignage d'habitants du quartier. C'est un témoignage qui m'a été fait au mois de mai 1994. Des gens qui étaient assez proches pour entendre et voir. Oui, qui habitaient le même quartier. Donc, d'après ce que vous avez dit avant, ce serait logique que les gens du FPR aient pris Aimé Niongura comme cible. C'est logique, oui, c'est logique parce que il ne se cachait pas, il se vantait d'ailleurs, même en dehors du jour de son assassinat, il se vantait très bien d'avoir des bonnes relations avec le cercle restreint du pouvoir. Qui a fait ça? Vous étiez là quand c'est arrivé? Oui, j'étais là, puis j'étais là, puis en même temps j'étais pas là. C'est-à-dire que j'étais là jusqu'à ce que les gens commencent à tirer, mais pendant que ça se faisait et après, je pense que mentalement j'étais ailleurs. J'ai le souvenir de gens armés, de militaires. Il n'y avait pas d'électricité, hein, que tout dans mon quartier, en tout cas, il n'y avait plus d'électricité. C'était à la petite bougie, puis on arrivait à peine à déviser les visages. Je pourrais même pas me rappeler de quoi ils ont l'air. Tout ce que je sais, c'est que c'est des gens qui, quand ils sont rentrés, connaissaient les noms de nos domestiques. Ça, je me rappelle. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je pense pas. Corneille s'en tient à cette version. Mais Philippe Redkens, qui avait enquêté sur le cas Niongura dès 1995, affirme encore aujourd'hui: Niongura a été, avec beaucoup d'autres intellectuels et élites Hutus, assassiné par les FPR. Ceux qui disent que c'est le FPR qui a tué sa famille voudraient que Corneille le confirme. On veut qu'il se serve de sa notoriété pour dire au monde que le génocide a aussi touché des milliers de Hutus. Parce qu'il faut que les gens comprennent, il faut que les gens sachent qu'il y a eu des tueries exécutées par le Front patriotique dans cette période trouble du mois d'avril. Mais surtout, donner de l'espoir aux gens qui sont victimes des tueries du Front patriotique comme lui. Parce que on dirait que les gens sont convaincus que la compassion dans le drame rwandais n'est destinée qu'aux victimes du génocide. Le 1er juillet 2004, 6400 personnes entassées au Zénith de Paris l'interrompent à de nombreuses reprises avec des ovations de plusieurs minutes. Car je ne passerai pas toute ma vie à t'écrire et à Cornelius Niongura triomphe. Après la pause, Corneille va-t-il un jour décider de revoir le Rwanda? J'arrive pas à ne pas associer le danger à ce pays-là. Pas encore.